Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va en intéresser plus d'un. Aujourd'hui, on va parler de la frilosité et comment devenir moins frileux. Et oui, nous glissons gentiment dans l'hiver, les températures ont tendance à baisser et il y a des personnes qui s'en sortent mieux que d'autres face au froid. Il peut y avoir tout un tas de raisons à la frilosité. Ici, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais on va directement aller voir ce qu'on peut mettre en place pour avoir plus chaud intérieurement, parce que c'est vraiment ce qu'on va rechercher. On va pas trop chercher à avoir de la chaleur externe, mais vraiment aider le corps à avoir une meilleure thermogénèse. Faut se rendre compte que dans la nature, moins tu résistes au froid, plus tu as de chances de mourir. Et donc, avoir chaud, c'est un signe de santé très fort. Alors que tu es constamment froid, même en été, que tu peines à te réchauffer avec les températures qui descendent, que tu souhaites juste améliorer ta thermogénèse ou alléger ta facture d'électricité, cette vidéo est pour toi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que le stress, c'est une des causes de frilosité principale. Et le problème, c'est que quand on sait qu'on est frileux et qu'on va devoir affronter le froid, on va se mettre à stresser. Donc en fait, on rajoute de l'huile sur le feu. On a encore plus froid que si à la base, on n'avait pas pensé qu'on allait dans le froid. Très souvent, le fait de respirer profondément, amplement, régulièrement pendant quelques minutes va permettre de retrouver une bonne température corporelle. Maintenant que c'est dit, commençons par l'alimentation. Si tu es frileux, je te conseille de manger dense. C'est-à-dire que déjà, on va éviter tous les aliments qui ont tendance à avoir beaucoup d'eau et beaucoup de potassium, comme par exemple les fruits. Pourquoi? Parce que dans le corps, le sang doit garder une concentration stable, que ce soit en eau et aussi en minéraux. Le minéral présent en majorité dans le sang, c'est le sodium. D'ailleurs, le plasma sanguin est très proche de l'eau de mer. Si ça t'intéresse, je te laisse aller voir cette vidéo. Pour rappel, le potassium a un effet diurétique et hypotenseur, alors que le sodium va avoir tendance à retenir l'eau et avoir un effet hypertenseur. C'est pour cela que dans les cas d'hypertension, en général, on conseille tout d'abord de retirer ou de diminuer fortement la consommation de sel. Il faut savoir que le corps, il cherche toujours l'équilibre. Et lorsqu'il y a un déséquilibre entre ces deux minéraux dans le sang, il va chercher à compenser tout le temps. Par exemple, lorsque tu consommes une banane qui est d'une part très riche en potassium et en eau et d'autre part très pauvre en sodium, le corps va chercher à compenser le déficit de sodium. Il va aller puiser dans son sodium interne pour que la balance reste stable. Mais le temps que le corps corrige, cela peut prendre un temps variable suivant qui tu es, ta vitalité, etc. La température corporelle va baisser à cause de l'hypotension et la perte de sodium cellulaire. Par exemple, consommer des aliments très riches en sodium comme le plasma quinton ou par exemple les légumes lactofermentés va avoir tendance à faire remonter la température corporelle à cause de l'effet hypertenseur de ces aliments. C'est pas une vérité absolue, mais en général, lorsqu'on est maigre, frileux, épuisé, fatigué, très vite fatigable, on va avoir une tendance plus facile à l'hypotension. C'est pour ça que ces aliments-là peuvent être très intéressants. On dit souvent que le sel, c'est mauvais pour la santé. Ça dépend encore une fois de qui tu es et dans quel état tu te trouves actuellement. Toutefois, ne surconsomme pas de sel de table qui est d'une part très irritant pour le système digestif et d'autre part très peu assimilable. Essaie de trouver le sodium dans les aliments qui ont déjà transformé le sodium inorganique en sodium organique bioassimilable. Ensuite, lorsque tu as tendance à consommer énormément d'eau alors que tu n'as pas soif, que tu es fatigué et que en plus tu as froid, tu vas diluer ton sang et sa concentration minérale. Le corps va devoir aller chercher les minéraux dans ses tissus et les reins vont devoir travailler d'autant plus pour évacuer l'eau en excès. Donc si tu n'as pas soif, je te conseille de ne pas surboire et lorsque tu as soif ou si tu as soif, je te conseille de boire de l'eau plutôt tiède à chaude. Comme ça, le corps n'aura pas à réchauffer l'eau et de boire tranquillement, c'est-à-dire de ne pas boire un demi-litre en 2 minutes. Pour résumer, manger dense quand on parle de la concentration en eau et en minéraux du sang, cela veut dire consommer moins d'eau et de potassium qu'en été, donc éviter par exemple les fruits si tu as déjà tendance à être frileux et à te tourner vers plus d'aliments cuits que crus
parce qu'ils contiennent forcément moins d'eau, ils ont été déshydratés par la cuisson. Manger dense, cela veut dire aussi manger plus gras. On pense souvent à tort que les graisses sont responsables de la prise de poids et d'autres soucis de santé, mais ce sont plutôt les sucres qui vont poser problème. Donc il ne faut pas hésiter à consommer plein de bonnes huiles, plein de bons gras. Par exemple, tu as le beurre cru qui est très bien. Tu as les huiles de première pression à froid, donc par exemple l'huile de coco ou l'huile d'olive. Je te conseille plutôt les huiles de fruits. Et ensuite, tu as tout ce qui est produits animaux comme les œufs, les poissons, les viandes grasses, etc. Manger dense, cela veut dire aussi manger des courges ou des féculents si tu n'es pas en régime low carb ou cétogène. Toutefois, je te conseille d'éviter le gluten parce qu'il pose problème à quand même pas mal de monde et de te tourner vers les féculents qui sont les moins riches en antinutriments. Donc par exemple, tu as les châtaignes en ce moment, les pommes de terre et les patates douces. Et puis comme je l'ai dit aussi, il y a toutes les courges qui sont très bonnes pour la santé, très riches en minéraux, etc. Comme je le disais tout à l'heure, manger dense, cela peut vouloir dire aussi manger chaud et il y a deux raisons à cela. Première raison, la cuisson étant une prédigestion, ça va économiser de l'énergie au corps, c'est-à-dire qu'il n'aura pas à cuire les aliments dans l'estomac et dans le système digestif, ce sera déjà pré-cuit. Donc cette énergie qu'il va économiser ici, il pourra la mettre dans la thermorégulation et l'immunité. Et deuxième raison, le corps n'aura pas besoin de réchauffer ses aliments tout simplement. Manger dense, cela veut dire aussi manger énormément de micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments que tu vas retrouver dans les aliments les plus bruts possibles. Évite au maximum les aliments vides en micronutriments qui sont là seulement pour te voler ton énergie. Je parle principalement des produits industriels, transformés, raffinés. Si cela t'intéresse, je te laisse te renseigner sur la classification des aliments en médecine traditionnelle chinoise avec les aliments qui sont plutôt yin et rafraîchissants et yang plutôt réchauffants. Voici une petite liste des aliments ou plutôt des condiments, des épices qui vont pouvoir augmenter ta température assez rapidement. Donc il y a le classique piment, l'ail, l'oignon, le poivron, la cannelle, la moutarde et il y a aussi d'autres épices qui sont très bien pour cela. Pour conclure avec l'alimentation, rappelle-toi que lorsque tu manges, il faut que tu aies chaud. Donc si tu es frileux et que tu te cailles les miches au moment où tu manges, ça va pas bien fonctionner. Je te conseille de mettre une bouillotte soit sous tes pieds, soit sur ton foie au moment du repas. Faut savoir que les organes les plus en peine dans le corps en hiver ou lorsqu'il fait froid, c'est le foie et les reins parce que ce sont des organes chauds qui ont une température d'environ 40. C'est pour cela que, surtout en hiver, il ne faut pas hésiter à leur apporter un petit peu de chaleur en mettant une bouillotte dessus par exemple. Passons maintenant à la respiration. Lorsqu'il fait froid, on va chercher à respirer par le nez, lentement, profondément, régulièrement et à avoir le ventre qui bouge à chaque inspiration puis à chaque expiration. Il est important de ne pas hyperventiler parce que lorsque tu hyperventiles, tu fais baisser le taux de dioxyde de carbone qui est dans le sang et donc, comme il y a un surplus d'oxygène, les vaisseaux sanguins se contractent. A l'inverse, quand tu vas avoir une bonne concentration en dioxyde de carbone dans le sang, les vaisseaux sanguins vont avoir tendance à se dilater, donc le sang ira partout, au niveau de la peau, au niveau surtout des extrémités, les mains et les pieds. C'est pourquoi il peut être intéressant de travailler avec des exercices de respiration dits hypercapniques. Je te laisse aller voir cette vidéo si ça t'intéresse. Donc, de manière générale, le truc à ne pas faire, c'est d'hyperventiler par la bouche. Ça, tu oublies. Autant quand il fait chaud, ça peut être intéressant parce que ça va faire baisser la température corporelle. Et encore, je te conseille de ne pas trop le faire. Mais en hiver, c'est interdit, surtout si tu es fatigué. Si tu prends par exemple les chiens, ils n'ont pas la sueur pour réguler la température corporelle. Donc, ils vont allaiter. Cela leur permet de faire baisser la température grâce à l'air frais qui rentre et à l'évaporation de l'eau au niveau de la langue, de la bouche et des poumons. Dis-toi que quand tu hyperventiles, c'est comme si tu allaitais. D'ailleurs, en yoga, il existe une technique de respiration rafraîchissante qui s'appelle Shitali. Elle consiste à inspirer par la bouche en faisant un U avec la langue et à expirer par le nez. Cela donne ça.
N'hésite pas à faire plusieurs cycles de cette respiration lorsqu'il y a des fortes chaleurs comme par exemple tout cet été, mais évite de le faire cet hiver. Dans la vie de tous les jours, je t'invite à toujours garder un œil sur ta respiration. C'est pas une habitude facile à prendre au départ, mais sur le long terme, ça peut être vraiment bénéfique pour ce qui est de la modulation, c'est-à-dire que lorsque tu vois que tu t'emballes, tu peux la ralentir, ou inversement d'ailleurs. Et aussi, ça va te permettre d'avoir une bien meilleure gestion émotionnelle parce que tu auras toujours un point d'ancrage. C'est-à-dire que les situations que tu vas vivre, qu'elles soient stressantes, qu'elles te mettent en colère ou etc., elles auront beaucoup plus de mal à t'impacter et à te faire sortir de ton centre. Donc on a vu l'alimentation, la respiration. Voyons maintenant l'astuce ultime qui est bien sûr l'activité physique. Lorsque tu as froid, bouger, faire une activité physique, voire même sportif de haute intensité, même si c'est assez court, va permettre de réchauffer le corps rapidement. Et surtout, cette chaleur-là n'a rien à voir avec la chaleur que tu vas t'apporter de l'extérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que lorsque tu as froid, tu vas te mettre un plaid ou un manteau, tu vas rendre ton organisme plus paresseux. Parce que le message qu'il reçoit, c'est « si j'ai froid, on me réchauffe de l'extérieur ». Alors que si lorsque tu as froid, avant de te mettre un pull, avant de te mettre un plaid, tu te mets à faire du sport, ne serait-ce que 5 minutes, le message que tu envoies au corps, c'est maintenant, dès que j'ai froid, il faut que j'augmente ma température corporelle. Donc, que ce soit en faisant de la marche, du HIIT, du Tabata ou tout autre sport ou activité physique, bouger, c'est ce qui va te permettre d'augmenter ta température corporelle. Et puis, comme on le dit souvent, le mouvement, c'est la vie. Donc, si tu souhaites rester en vie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Quatrième chose qui peut être très intéressante, ça va être de s'entraîner à affronter le froid avec la loi d'Hormèse. C'est-à-dire d'aller au contact du froid de manière contrôlée, ponctuelle et surtout adaptée à ta personne. Si tu ne t'exposes jamais au froid, ça ne sert à rien d'aller te baigner dans une rivière en plein hiver qui est à 0 degré. Là, ça risque de te faire un petit peu de mal. Commence par des choses plus douces comme par exemple aller tout nu dehors lorsqu'il fait froid le matin ou en prenant une douche froide. En sachant que l'air est moins conducteur que l'eau et que l'eau est moins conductrice que la neige ou la glace. Donc le plus simple, ce sera l'exposition à l'air, ensuite ce sera à l'eau et enfin ce sera à la neige ou à la glace. Et je rappelle que l'hormèse, ce n'est pas seulement l'exposition, c'est l'exposition au froid et en plus le temps de récupération qui est tout aussi important que l'exposition, voire même plus important. C'est comme en sport, si tu t'entraînes tous les jours, toutes les heures, au bout d'un moment, le corps, il n'en peut plus. Il va se reconstruire pendant la récupération et ce moment de récupération est aussi, voire plus important que le moment où tu vas t'entraîner. On sait que l'exposition hormétique au froid va permettre d'augmenter le pourcentage de graisse brune dans le corps. La graisse brune, c'est la graisse utile, celle qui va pouvoir générer de la chaleur et te faire perdre du poids. Avant de terminer avec l'exposition au froid et le principe d'Hormèse qui peut paraître magique de premier abord, il faut comprendre que si tu as une maison froide, que tu vis dans le froid, que tu te cailles les miches tout le temps, ça va être contre-productif de te réexposer au froid en plus avec une douche froide ou un bain froid. Tu vas remettre de l'huile sur le feu. En faisant cela, tu vas t'affaiblir. Ce que je te conseille, c'est plutôt de faire en sorte d'avoir une bonne température corporelle au quotidien. Parce que comme on l'a vu, avoir chaud, c'est un signe de bonne santé et de longévité. Et de mettre ponctuellement des petites expositions qui sont rapides. Si tu te mets à t'exposer de manière régulière au froid et que tu vois ta vitalité augmenter, c'est bon signe. Par contre, si tu te sens encore plus fatigué, plus épuisé, ralentis, voire arrête. Enfin bref, je te laisse te renseigner sur l'exposition au froid. Il y a plein de documents sur Internet. Je te laisse faire le tri. Cinquième et dernier point pour avoir une bonne température corporelle, c'est d'avoir un sommeil qualitatif et quantitatif. C'est un point trop souvent négligé, mais comment veux-tu que ton corps fasse plus si tu ne lui donnes pas plus de repos? J'en profite pour te dire que nous allons bientôt sortir un accompagnement spécial sommeil. Il s'adressera aux insomniaques, à ceux qui ont du mal à s'endormir, ceux qui ont des réveils nocturnes, ceux qui se sentent tout le temps fatigués le matin, ceux qui souhaitent avoir plus d'énergie, ceux qui souhaitent avoir un meilleur sommeil tout simplement. Il s'adresse aux particuliers et aux professionnels qui souhaitent en savoir plus sur le fonctionnement du sommeil. Dedans, tu trouveras du cours sur la physiologie, les hormones, etc. et
d'autre part des conseils afin d'améliorer ta qualité de sommeil. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, je te laisse mettre un petit pouce bleu. Vous avez été nombreux à aimer la dernière vidéo et ce type de format plus long, j'en suis ravi. Ça fait plaisir d'avoir des retours, alors n'hésite pas à commenter sous la vidéo. Je t'en remercie. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix et je te dis à bientôt.